Nous sommes en pleine révolution. Une révolution technologique. Une révolution numérique. Une révolution qui a 60 ans. Une révolution autoproclamée. Peut-être comme les humanistes du Quattrocento se disaient eux-mêmes Rinascita, la Renaissance. C'est aussi une révolution, comme par exemple pour le philosophe Michel Serres, une révolution culturelle et cognitive. Comprenons que cette révolution change notre représentation du monde, qu'elle change les relations entre nous et qu'elle change peut-être même notre relation à nous-mêmes. C'est là où j'ai un doute. Pas une nostalgie. Les Italiens disent « acqua passata non macina più ». Il ne s'agit pas de revenir en arrière. L'eau qui est passée n'alimente plus le moulin. Mais c'est un doute et une incertitude sur ce qui est vraiment moderne, puisque dans une révolution, il y a forcément une modernité, c'est-à-dire un avant et un après. Alors c'est cette incertitude que je voudrais maintenant partager avec vous, mais en y invitant aussi des vieilles idées. Pour ça, je vous parlerai de modernité politique, de modernité économique et de modernité scientifique. Dans notre modernité politique, on entend souvent aujourd'hui que nos libertés s'accroissent. Nos libertés s'accroissent parce que nous pouvons échanger beaucoup plus d'informations qu'avant et beaucoup plus rapidement. Nos libertés s'accroissent aussi parce que nous sommes beaucoup plus en relation, en temps réel et aux quatre coins du monde. D'ailleurs, certains disent que lors du printemps arabe et du renversement des régimes autoritaires, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. En parallèle, nos données personnelles et notre vie privée sont commercialisées. Des sociétés comme Facebook ou Google vivent de la commercialisation de notre vie privée. C'est même sûrement la première fois dans l'histoire de l'humanité que la vie privée est cotée en bourse, car c'est ce dont il s'agit avec Google et Facebook. Ça, effectivement, c'est une nouveauté. Pour commercialiser notre vie privée, il faut nous surveiller. Et il faut nous surveiller en masse et en permanence. Autrement dit, à chaque fois que nous nous connectons avec un ordinateur standard, tablette ou portable, peu importe, cela implique que nous soyons surveillés. Nos faits et gestes numériques sont tous traités, collectés et analysés afin d'être revendus. En ce sens, nous serions sous une forme de liberté surveillée. Une liberté surveillée qui impliquerait que nous, au lieu de porter un bracelet électronique qu'un juge nous imposerait, volontairement, nous nous équipons, et parfois de manière dispendieuse, par exemple, d'un smartphone. D'un point de vue grec, cette conception de la liberté pourrait paraître étrange. Lorsque les Grecs ont inventé la démocratie, ils ont pris le pouvoir qui appartenait aux tyrans et ils l'ont mis au centre de la cité, qui a donné l'agora. De ce pouvoir, chaque citoyen était à égale distance. Ce modèle géométrique de la liberté, cette équidistance de chacun par rapport au pouvoir, elle avait un nom, c'était Lysée-Gorier. Mais en contrepartie d'avoir créé avec le pouvoir la chose publique, les Grecs ont aussi inventé la chose privée.
Ils ont inventé ce qu'ils appelaient l'oikos, c'est-à-dire le foyer, ce qui restait intime, ce qui restait de l'ordre aussi de la conscience, ou de la famille, de l'interne. Et on connaît bien les Grecs pour leur recherche permanente du juste milieu, ce qu'ils appelaient sophrosuné. Et les Grecs savaient bien que la liberté et la vie privée étaient consubstantielles, que l'une n'irait pas sans l'autre. Et d'ailleurs, Périclès, le grand Périclès, dans un de ses discours sur la guerre du Péloponnèse, rappelait que cette démocratie était sui generis, qu'elle était sans précédent, sans antécédent, qu'elle était sans modèle préalable. Et Athènes nous transmet le lieu d'une utopie. Cette utopie de la liberté maintes fois contestée dans l'histoire. Une utopie dont peut-être nous avons encore besoin, et une utopie... Cette utopie, il en faut beaucoup, car l'utopie, ça réduit à la cuisson. Sur le plan de notre modernité économique, on peut également observer l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est cette économie fondée sur la capacité à capter l'attention du receveur de l'information. L'économie de l'attention est née suite à la révolution industrielle, au début du XXe siècle, dans les années 20, avec les premières radios. L'économie de l'attention, vous la connaissez déjà sûrement par une phrase célèbre que vous avez sûrement tous entendue déjà, qui a été prononcée par un dirigeant de chaîne de télévision célèbre qui disait « Je vends du temps de cerveau disponible ». Temps de cerveau disponible. De ce point de vue-là, la modernité, entre la radio des années 20, la télévision des années 80 et Google et Facebook, n'existe pas. Google et Facebook sont aussi des sociétés qui vendent du temps de cerveau disponible à leurs annonceurs. Pour bien comprendre cette économie de l'attention, je vais prendre un exemple. Si je vous dis cacahuète enrobée de chocolat, vous me dites... Ouais, merci. Mais pourquoi ? Pourquoi ce réflexe ? Pourquoi cette association ? Après tout, cette espèce de signifiant et cette sorte de signifié n'ont aucun rapport, ni logique, ni pertinent, ni sémantique, en quoi que ce soit. Nous sommes peut-être là au cœur de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Cette économie de l'attention est en pleine rivalité aujourd'hui avec le numérique, car la facilité de produire de l'information amène une surabondance de l'offre. Et nous nous trouvons en pénurie d'attention. Le temps devient une rareté. Notre attention devient une valeur qui augmente au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'informations. Autrement dit, cette attention se caractérise par le fait d'avoir mémorisé cacahuètes enrobées de chocolat et associé à M&M's. Tout repose donc sur la mémoire. Et au contraire, si on oublie l'association M&M's et cacahuètes enrobées de chocolat, la faillite pour M&M's est peut-être au bout du chemin. Alors les Grecs connaissent très bien ça. Pas les arachides chocolatés, mais la rivalité entre la mémoire et l'oubli. Leur société orale reposait même sur cette grande rivalité entre mémoire et oubli. Elles avaient un nom, la mémoire, ils l'appelaient aletheia, et l'oubli, ils l'appelaient l'été. L'été, nous le connaissons, c'est le fleuve de l'oubli que les âmes traversent une fois mortes, pour être défaites de toutes les connaissances acquises durant la vie terrestre et afin de revenir dans un autre cycle totalement vierge. Les poètes étaient chargés de la mémoire et de l'oubli. Les poètes portaient cette parole.
Il faisait de l'un ou de l'autre des gens qui seraient oubliés définitivement dans l'histoire, ou de gens dont on se souviendrait et qu'on aurait mémorisé. Cette société de l'attention, elle est déjà grecque à part entière. D'un côté, Aletheia était la lumière, la mémoire, la louange. Et l'été était plutôt la nuit, le silence, l'oubli. Et parmi ces poètes, il y en eut un qui fit observer quelque chose, peut-être même qui nous mit en garde, qui était Simonide. Il était beaucoup plus célèbre avant. Simonide a fait observer que la louange comportait une part d'illusion, qu'il y avait dans la louange une part de simulacre, et que le simulacre pouvait être source de tromperie. Et de cette manière, il comparait la peinture à la poésie, en disant que la peinture était une poésie qui se tait, et la poésie une peinture qui parle, et que nous jouions en permanence avec des images, pour créer différentes réalités, qui n'en étaient pas forcément. Et de cette manière, Simonide peut nous faire savoir que notre économie du simulacre, notre économie de la louange, ne devrait peut-être pas faire tomber dans l'oubli ce qui est essentiel. Maintenant, une modernité scientifique. D'un point de vue scientifique, nous n'avons jamais été aussi modernes. Ce n'est pas une révélation. C'est vrai. Nous avons des algorithmes qui permettent de calculer des grandes masses de données, et ce, comme jamais auparavant. Ces algorithmes, et nos ordinateurs en général, fonctionnent à partir d'un langage qu'on appellera langage informatique. Et certains voient même dans ce langage le troisième des grands langages de l'humanité. Nous avions un langage pour la parole, qui est devenu l'écrit. Nous avions un langage pour les nombres, qui est devenu la monnaie. Et nous aurions un langage pour l'informatique, qui est devenu le code informatique. Or, derrière tout langage, il y a bien une logique. Cette logique, aujourd'hui, on appelle ça une logique binaire. Une logique binaire, c'est une logique de 1 et de 0. C'est ou 1 ou 0. Et dans cette logique, on peut y retrouver des logiques plus anciennes, comme par exemple la logique du tiers exclu. Là, il nous suffirait de remonter le temps assez facilement, puisqu'aujourd'hui, avec cette logique de mathématicien, cette logique mathématique, au siècle précédent, c'était une logique de physicien. Au XVIIe siècle, ce fut une logique de logicien. Mais les prêtres de la période médiévale l'employèrent aussi, les orateurs romains également. Et au bout de la chaîne, on retrouve encore ces philosophes grecs. Et pas le moindre d'entre eux, puisqu'on retrouve Aristote à l'origine de la logique du tiers exclu. En fondant sa science des syllogismes, il a pleinement utilisé cette logique du tiers exclu. Sauf que, ce qu'on sait moins peut-être, c'est que Aristote se référait lui-même à un poète qui faisait référence dans son invention de la logique. Ce poète était Parménide d'Élée et vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il s'exprimait en vers. Et il dit un jour, « L'être est, le non-être n'est pas ». On retrouve bien le 1 et le 0. En disant cela, Parménide d'Élée a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ontologie, c'est-à-dire la réflexion sur l'être en général, avec un E majuscule. Et par rapport à aujourd'hui, cette logique qui est toute mathématique, on retrouve la poésie d'hier. Alors, que nous dit cette histoire? Que nous murmure le vieux poète des âges anciens et obsolètes? Peut-être
que les idées ricochent dans l'histoire. Peut-être que les idées forment des cercles concentriques à la surface de l'histoire. Et peut-être qu'il suffit, il y a plus de 2500 ans, qu'un poète lance un galet fin et plat pour former, aujourd'hui, notre propre modernité. Je vous remercie.